Merci pour votre invitation. Donc, je vais essayer de me livrer à un exercice d'exégèse, de commentaire de texte autour de Michéa, ce qui à la fois m'est facile et agréable dans la mesure où Jean-Claude Michéa étant des seuls penseurs contemporains avec lesquels j'ai une proximité presque absolue, pas complètement, parce que ça n'arrive jamais, comme disait Bakounine, à partir du moment où on est deux et qu'on veut fonder un parti, il y a forcément un traître. Il y en a notamment un livre qui s'appelle Le complexe d'Orphée, qui est mon préféré, peut-être parce que je l'ai lu à un moment où ça m'a révélé pas mal de choses que j'aurais pu signer. Hein. C'est immodeste de dire ça, j'aurais pas pu l'écrire, mais j'aurais pu le signer, nuance, c'est-à-dire que j'étais vraiment d'accord avec tout ce qui se disait. Donc oui, ça m'est facile et agréable. Par contre, ça m'est un petit peu difficile dans la mesure où il faut que je fasse attention à être fidèle à cette pensée-là et à ne pas commencer à dire ce que moi je pense, même si souvent c'est très proche. Donc je vais essayer de le commenter avec enthousiasme sans déborder et sans me laisser influencer par mes propres options. La conférence telle qu'elle a été présentée sur votre site, c'est en rapport avec le marxisme, parce que oui, Michéa est un socialiste, est un anticapitaliste, très clairement. Est-ce que nous assistons avec Michéa à une actualisation du marxisme ? Est-ce que c'est simplement la continuation, la perpétuation au XXIe siècle de ça ? Est-ce qu'on assiste à un dépassement du marxisme par autre chose, par une forme plus moderne, plus actuelle, plus idoine d'anticapitalisme et de socialisme ? Alors je vais présenter les choses de la manière suivante. Déjà, brièvement, une présentation générale de Michéa et de sa pensée, très brièvement, parce qu'en fait, je vais m'intéresser tout au long de la conférence sur un point, c'est la critique économique. Lionel Hort m'a dit, de toute façon, ne nous attardons pas sur la pensée de Michéa globalement, parce que tout le monde la connaît. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ce serait l'objet de moult conférences, donc je vais pas m'éparpiller. Hein. Voilà. Ensuite, parler de quelle est sa critique générale du capitalisme chez Michéa, la dette qu'il doit à Karl Marx, c'est-à-dire leurs points communs, ce qu'il lui reconnaît, les critiques et les désaccords qu'il a avec Marx, la question de la lutte des classes, avec laquelle ils sont les deux d'accord, mais pas forcément de la même manière, parce que nous ne sommes pas à la même époque. Chez Michéa, on va le voir, il y a une reconfiguration de la lutte des classes. Le rôle de la consommation, parce que là aussi, Marx, le capital, c'est avant tout une critique du capitalisme de production. Le capitalisme de consommation, dont il a un peu parlé, mais qu'il n'a pas expérimenté, est venu après. La notion de capitalisme inversé, qui n'est pas de Michéa, qui est d'un autre auteur, j'ai oublié de prendre de qui, mais Michéa s'en sert beaucoup. Ensuite, les conséquences qu'il en tire en termes de consommation et d'écologie, la décroissance, les rapports entre le marché et l'État, parce que quand on dit socialisme, on pense souvent étatisme, surtout dans les milieux marxistes-léninistes. Michéa, c'est un petit peu différent, il y a d'autres influences. Les formes modernes de l'économie, ce qu'on appelle la dématérialisation, l'économie numérique, mais aussi l'ubérisation, le crowdfunding, ça peut-être j'aurai pas le temps d'en parler, mais c'est des formes évidemment que Marx ne pouvait pas comprendre, et quelle prospective on peut avoir pour l'avenir. Alors, l'œuvre de Michéa, pour la structurer, ça j'emprunte ça à l'analyse de deux auteurs, Emmanuel Roux et Mathias Roux, qui ont sorti un petit bouquin pas mal qui s'appelle Michéa l'inactuel. Eux divisent l'œuvre en deux, ils disent entre 2002 et 2008, c'est-à-dire entre ce livre-là, Impasse, Adam Smith, et la double pensée. Il y en a d'autres entre deux. Il fait la généalogie philosophique du libéralisme. Et ensuite, entre 2011 et 2017, donc depuis Les complexes d'Orphée dont je viens de parler, et Notre ennemi, le capital, qui est son dernier livre et celui dont on va le plus parler ce soir, c'est plutôt la généalogie politique de la gauche. Et tout ça se rejoint. Mais nous n'en parlerons que très peu, puisqu'on va se concentrer sur la critique du capitalisme. Pour résumer sa pensée globale qui se trouve dans les deux phases de cette partition, sa thèse, c'est que le libéralisme est un tout cohérent. Il prend deux images. Il prend l'image de Janus, le dieu antique, qu'on représente toujours sous forme de statue avec le visage à gauche et à droite. Donc il a deux visages à la place de la nuque. Ou le ruban de Möbius, qui est ce ruban qu'on peut faire facilement avec un rouleau de papier, en le distordant avant de le coller, ce qui fait que quand on fait le tour avec le doigt, on croit qu'il y a deux côtés, mais il n'y en a qu'un. Pourquoi cette image-là, qu'on retrouve chez Escher, ou bien qu'on peut même faire, c'est pas une illusion d'optique, on peut le réaliser facilement. Parce que on a tendance, notamment dans la critique de gauche, mais aussi dans celle de droite, à dire que d'un côté, on a le capitalisme, c'est-à-dire le libéralisme économique, et de l'autre côté, on a le libéralisme culturel, sociétal, lié aux droits de l'homme, lié aux idées libertaires, etc., et que ça n'a rien à voir. C'est sur cette illusion que se fondent la gauche et la droite. Michéa dit non,
si vous faites le tour du ruban avec le doigt, vous vous apercevez que c'est toujours la même chose. C'est un modèle totalisant. Vous avez, pour prendre l'exemple français, Laurence Parisot d'un côté, donc le MEDEF, et Besancenot, donc des anticapitalistes ou des prétendus anticapitalistes de l'autre. On avait d'ailleurs donné une conférence avec Charles Robin, qui est un des commentateurs de Michéa. C'était Besancenot, Parisot, Parisot, même combat, c'était le titre, parce que ça nous est. Pour prendre un exemple suisse, c'est comme si on avait d'un côté économie suisse, puis de l'autre le PS, et qu'on les deux se métissent, ça donne l'hebdo. Voilà, avec le succès que l'on sait. Tout ça pour dire qu'en fait, l'hebdo, on peut lui refaire beaucoup de reproches, mais c'était une vision cohérente, c'est-à-dire que c'est effectivement le libéralisme total. Et le changement anthropologique que ça fait intervenir sur les peuples, il ne touche pas que l'économie, il touche aussi les mœurs, la culture. Michel a écrit que le capitalisme se présente désormais comme un fait social total, autrement dit comme une totalité dialectique dont tous les moments sont inséparables, qu'ils soient économiques, politiques ou culturels. Donc le mariage pour tous et les forfaits fiscaux, l'écriture inclusive et l'impôt dégressif. Tout ça, c'est un tout. Et les gens qui protestent contre une moitié du problème n'ont pas compris qu'ils y participent à ce problème. C'est ça, je pense, l'illumination de Michéa. Plus le marché est étendu et plus les revendications individualistes prospèrent, il y a une inflation du droit. Je sais qu'il y a pas mal de juristes dans la salle. Comment se fait-il que dans une société de plus en plus libérale, on ait en même temps une société de plus en plus judiciarisée, où les rapports humains sont judiciarisés? C'est pas forcément ce qu'on imaginait avec le règne de la liberté. Tout ça va de pair. Alors, comment se définit Jean-Claude Michéa comme philosophe? Là, c'est un extrait qu'il a accordé dans un entretien dans un journal qui s'appelle À Contretemps, en mai 2009. Il dit: je me définirais pour commencer comme un socialiste, au sens que ce mot avait au début du XIXe siècle, dans les écrits de Pierre Leroux ou du jeune Engels. En d'autres termes, je demeure fidèle au principe d'une société sans classe, fondée sur les valeurs traditionnelles de l'esprit du don et de l'entraide. Je suis par conséquent définitivement opposé à tous ces programmes de modernisation ou de rationalisation de l'existence humaine qui conduisent, sous une forme ou sous une autre, à privilégier le calcul égoïste et les formes antagonistes de la rivalité. Donc voilà, c'est un socialiste originel, c'est-à-dire en se référant à une époque où le clivage gauche-droite existait, mais ne concernait pas le socialisme, qui était un mouvement hors système. Ensuite, Michéa, le personnage. Alors, j'ai dit que c'était quelqu'un dont je me sentais proche, mais étonnamment, c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, et je connais même très peu de gens qui l'ont rencontré. C'est un type très sauvage. S'il avait une chaîne YouTube, ou s'il avait une cour de jeunes disciples qui faisait des tournées à travers la France ou l'Europe, il pourrait miser là-dessus, ce serait formidable. Mais il ne le souhaite pas. Il était prof de lycée à Montpellier, avec clairement le niveau de quelqu'un qui aurait pu être prof d'université. Il n'a jamais voulu. Sa vraie passion, il le dit, c'est l'enseignement, la pédagogie, la transmission. Et c'est sous la pression de ses amis, de ses élèves et de son futur éditeur des éditions Climat qu'il a décidé d'écrire, alors qu'en fait il dit qu'il déteste écrire. C'est un des rares écrivains, alors on ne sait pas si c'est de la coquetterie, mais qui dit qu'il déteste écrire et que son éthique de vie, c'est la Dolce Vita du sud-ouest de la France, c'est-à-dire boire des pastis sur des terrasses en jouant aux boules et en regardant passer les filles, c'est mieux que passer des heures à mettre sur le papier des idées qu'il a déjà assimilées. Il ne cherche pas à faire école. Dans son rapport aux médias, ça se voit aussi. Je donnerai un seul exemple. Comme il a été obligé de faire un entretien à Libération, qui lui demandait pourquoi il défendait les vertus populaires, il a répondu ceci, le 6 février 2017, après la sortie de Notre ennemi le capital. Vivant entouré de paysans et de petits éleveurs dans une zone particulièrement défavorisée de la diagonale du vide, là où les transports en commun, ça il en parle toujours, sont presque inexistants, où la couverture téléphonique est aléatoire et où les commerces de proximité ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir, je pense avoir une connaissance des conditions de vie réelles et des milieux populaires un peu moins abstraites que celles de la plupart des journalistes de Libération. Point d'exclamation. Et tout son entretien, qui est assez savoureux à lire, il l'a accepté que pour pouvoir clasher les Parisiens, les bobos et Libération. Voilà, pour présenter le personnage, donc voilà, que je ne connais pas personnellement, mais tout ça me le rend à la fois philosophiquement et humainement très sympathique. Donc j'ai quelqu'un de bien, je pense. Alors sa critique du capitalisme, déjà globalement. Le capitalisme, définissons-le, parce que c'est pas forcément une évidence. On dit que c'est la propriété privée des grands moyens de production, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il y rajoute la logique marchande et, élément plus moderne, la consommation de masse. Chez Marx, ce n'était pas forcément une évidence, parce que dans une Europe encore extrêmement appauvrie, la consommation de masse, c'était une consommation plutôt somptuaire ou de classe. Là, c'est autre chose, dans le monde dans lequel on vit. C'est un critique donc du libéralisme, on l'a vu dans toutes ses formes, mais il distingue bien la métaphysique libérale, donc, qui est la théorie pure, et le libéralisme réel. Pour prendre un exemple suisse, dans la théorie libérale, on nous dit que la concurrence fait baisser les prix.
On voit par exemple qu'avec le système des assurances maladie privées qu'on a, les primes augmentent du fait de la concurrence. Par exemple, il écrit: voir dans cette tendance permanente du système capitaliste à former des cartels, des trusts et des oligopoles une simple trahison du véritable esprit libéral apparaît donc à peu près aussi sérieux que de considérer le fait qu'un joueur finit toujours par s'emparer de l'avenue Foch ou de la rue de la Paix comme une entorse à l'esprit du véritable Monopoly. Ou le Paradise dans le Monopoly suisse, je crois que c'est ça. Évidemment, le but, quand on joue au Monopoly, on se rend tous compte que tout en respectant les règles, le but, c'est de faire la mainmise pour créer une forme de monopole. Et c'est bien pour ça que, pour que la théorie libérale complètement abstraite s'applique, elle a besoin de l'État. Il existe une main invisible, si l'on veut bien, mais cette main invisible ne valide pas du tout la théorie. Cette main invisible recrée des monopoles et des cartels. Ça, Micha s'en rend bien compte, quand il dit notamment que si 62 individus aujourd'hui dans le monde possède une fortune équivalente à la moitié la plus pauvre de l'humanité, c'est bien que cette théorie de la main invisible d'Adam Smith ne fonctionne pas. Sinon, ça ne pourrait pas exister. Et ça existe en plus malgré les États, qui sont très, très faibles et très impuissants par rapport à ça. Depuis les années 70, on a ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui est vraiment la cible de Micha, puisqu'il parle, même si c'est un historien des idées et des idées économiques, il parle surtout de ce que nous vivons. Le néolibéralisme n'est pas aussi n'est pas aussi nouveau que ça. En gros, on a un retour du capitalisme ancien, donc un capitalisme beaucoup plus violent que ce qu'on a pu connaître dans l'après-guerre, dans les 30 Glorieuses. C'est le capitalisme de la révolution industrielle. Hein. Sauf que la nouveauté, c'est que il s'est modernisé dans les moyens de production et les technologies. Ça, c'est la question technique, qui s'est dérégulé à l'échelle mondiale, parce que le capitalisme, enfin l'archéo-néolibéralisme, qu'on appelle tout simplement libéralisme au 19e, était maintenu dans des frontières nationales, donc on n'avait pas les mêmes problèmes de concurrence mondiale, d'immigration, etc. Donc là, c'est un facteur qui le radicalise, et un autre facteur qui est alors idéologique, celui-ci, c'est l'autonomie de ce néolibéralisme à l'égard de toute autre idéologie. À l'époque, il y avait, on va dire, en gros, il y avait trois idéologies qui pouvaient éventuellement mettre le haut là. C'était le catholicisme en Europe, c'est-à-dire la doctrine morale de l'Église, le patriotisme, et disons une morale de manière générale liée à l'éducation. C'est surtout ça. Aujourd'hui, on pourrait dire que le capitalisme est autonome idéologiquement, c'est-à-dire il n'a de justification qu'en lui-même. Il n'a pas besoin de se référer, surtout pas à une religion, surtout pas à une patrie, surtout pas à une morale. Ce qui l'ensauvage de manière particulièrement forte. Et le néolibéralisme, ce n'est que cela. C'est-à-dire c'est une actualisation, c'est une mise à jour du bon vieux libéralisme de la révolution industrielle. Et ça, il faudrait s'en rendre compte, parce que cet aspect de nouveauté n'est qu'une actualisation. C'est arrivé donc dans les années 70, après ce qu'on appelle la crise du Fordisme. Le néolibéralisme s'est présenté comme un nouveau régime d'accumulation du capital, mais fondé cette fois sur la disparition graduelle de l'État-providence qui avait été mis en place à la Libération, dans le cas de la France. Donc, c'est-à-dire une destruction des acquis sociaux, c'est plus ou moins ce que va faire sur le moyen terme, et ce qu'il a déjà commencé, Emmanuel Macron. Macron, qui faisait partie, bien avant d'être élu, de la commission Attali, qui a été chargé par le gouvernement Sarkozy de proposer des réformes. Et Sarkozy, donc homme de droite libérale, quand il a reçu sur la petite clé USB de Jacques Attali les réformes, il a été tellement effrayé par la violence néolibérale de ces réformes qu'il a finalement décidé de ne pas les appliquer. Donc si c'est ça le centrisme, voilà, Macron est complètement dans cette ligne-là. Alors cette croissance, c'est une augmentation de la productivité, en gros, mais qui n'est possible que par une révolution technologique permanente, parce que si la révolution technologique stagne, il y a un maintien dans le meilleur des cas, voire une décroissance, mais il n'y a jamais de croissance. Ça n'a jamais de fin, si ce n'est la limite posée par la technologie et matérielle, mais ça n'a pas de fin théorique, et c'est ça le problème. Micha prend une métaphore, il parle du film Speed, film hollywoodien avec, je ne sais plus si c'était... Keanu Reeves, voilà. C'est l'histoire d'un bus piégé par un terroriste, je crois, et Sandra Bullock, exactement. Voilà, on a des références. Sandra Bullock. Il ne faut pas qu'il ralentisse, parce que s'il ralentit, et dans la boîte de vitesse, ça déclenche la bombe et elle saute. La croissance, c'est pareil, sauf qu'il ne s'agit pas d'un ralentissement, on va dire, en soi, mais il s'agit d'un ralentissement de la croissance. Donc, en gros, il faudrait que le bus non seulement ne ralentisse pas, mais continue d'augmenter sa vitesse. Voilà la limite systémique et physique du problème. Seulement, Michel remarque, comme Marx en son temps, que même s'il n'y a pas de révolution, même s'il n'y a pas de grève, même si on laisse le capitalisme faire, il y a
une forme d'auto-sabotage du capitalisme. Marx disait que le capitalisme pourrait finalement s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions, seulement on ne sait pas quand et après combien de générations sacrifiées. Michel a une vision un petit peu différente. Il dit c'est le développement même du marché libéral qui conduit inexorablement à en saper les conditions matérielles et symboliques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le capitalisme, qui ne date quand même pas tout à fait d'hier, fonctionne sur la base de types anthropologiques qui lui sont antérieurs dans l'histoire. Mais ces derniers constituent aussi une force de résistance contre lui. Alors quels sont ces types anthropologiques? C'est les types anthropologiques qui permettent le travail bien fait, autant du point de vue du patron que de l'employé, du salarié, la loyauté, la discipline, l'amour du travail bien fait, justement une certaine exigence. C'est ce qu'on peut appeler les vertus de l'artisanat, qu'on va transposer ensuite dans la grande industrie, où on pense que c'est qu'une différence d'échelle. Si les gens n'ont plus cette espèce de motivation qui est extra-économique, qui est liée à leur amour du travail, qui devrait être enseigné, par exemple, dans l'apprentissage ou dans la transmission entre artisans, entre père et fils, s'ils n'ont plus que l'appât du gain, en fait, le travail sera moins bon. Une espèce de morale du travailleur qui, là aussi, allait puiser parfois dans par exemple, le patriotisme, on fait du made in Suisse, ou bien le catholicisme, on doit être un bon laboureur, ou autre chose, ou une morale personnelle, aliénante peut-être, mais ce qui permettait au capitalisme de fonctionner, mais en se reproduisant de génération à génération, en grandissant, il se désincarnait et finissait par éliminer les conditions même de sa propre existence. Et on ne sait pas encore combien de temps ça va pouvoir durer avant que les gens ne soient plus aptes à faire ce travail-là. Il écrit, Michel, il est logiquement impossible à une civilisation capitaliste de se refermer uniquement sur elle-même. Dans les faits, elle ne peut réellement fonctionner qu'en exploitant sans cesse ses valeurs morales et culturelles non marchandes, le plus souvent nées à des époques antérieures, et que sa propre croissance contribue justement à épuiser de façon inexorable. Aujourd'hui, on peut voir que dans le capitalisme, on a une nouvelle morale ou une nouvelle amoralité. Je ne pense pas que dans les écoles de commerce et de management, ce soit vraiment la leçon de l'artisan à son fils. C'est autre chose. On est plutôt dans l'idéologie du profit, le court terme, l'argent facile. Il n'y a pas de meilleur terrain pour le tout petit capitalisme que le lumpenprolétariat banlieusard, où il y a eu un tel dégoût du système, de l'école, un tel rejet de la méritocratie, qui effectivement n'a pas forcément fait ses preuves dans ces zones-là, que ce qui arrive avec le deal, avec la délinquance, est motivé par le profit et justifié par le profit, avec évidemment le moins de travail possible. Ça s'exprime dans le rap, par exemple. Je repense, alors ça date il y a plus de 10 ans, mais je ne pense pas que ce soit amélioré, une citation d'un groupe marseillais qui s'appelait la Funky Family, où à un moment un type dit « Je veux faire du fric rien qu'en respirant et manger mieux que bien ». Je veux faire du fric rien qu'en respirant et manger mieux que bien. C'est une caricature, mais ça montre bien que, en fait, ce type anthropologique-là n'est pas le type anthropologique qui, s'il était apparu il y a 2 ou 3 siècles, aurait pu fonder le capitalisme et le faire prospérer. Il ne peut fonder qu'une forme de décadence économique. Alors, je ne dis pas ça pour sauver le capitalisme, absolument pas, mais je dis simplement que les types sur lesquels il s'est appuyé jadis n'existent plus. Et pourquoi ils n'existent plus? Parce qu'il les a détruits lui-même. L'utopie libérale, dit Michéa, ne peut se développer au-delà d'un certain seuil sans détruire du même mouvement ses propres conditions de possibilités écologiques, parce que ça touche aussi effectivement les ressources, et culturelles, c'est-à-dire la mentalité des gens, des travailleurs ou des consommateurs. Si par exemple vous appelez un technicien de Net 2000, pour prendre une boîte connue dans la région, pour vous installer le câble, imaginons qu'il y ait 2 techniciens qui viennent, qui doivent travailler et faire des travaux chez vous. Si le technicien 1 dit au technicien 2, passe-moi le tournevis, et que le technicien 2 lui dit combien? C'est-à-dire combien tu me payes pour que je fasse le geste de me donner. Eh bien, la boîte ne s'en sortira jamais. Et les boîtes les plus capitalistes fonctionnent tout simplement. C'est une chose toute bête. On n'y pense jamais parce que n'importe quel travailleur ou n'importe quel homme se comporte comme ça. Mais une grande partie de nos actions est non marchande et non marchandisable. Et si elle l'était, ça coûterait tellement cher que les capitalistes seraient les premiers à se casser la gueule parce qu'ils ne pourraient plus se payer les services de la monétarisation des petites choses par les petites gens. Il y a une énorme contradiction. Et d'ailleurs, ce qui est valable pour la révolution capitaliste, parce que c'en est une, est valable pour toute révolution. Michel a écrit « Il serait désormais temps de prendre conscience, après un siècle de déboires révolutionnaires répétés en boucle, qu'on ne détruit jamais de façon définitive que les coutumes et les institutions qu'on est capable de remplacer concrètement, c'est-à-dire dont on a su se réapproprier dialectiquement, sous une forme culturelle, sociale et politique nouvelle, les principes, fonctions anthropologiquement équilibrantes ou identitaires. Donc si le capitalisme veut détruire quelque chose, il faut qu'il le remplace, sinon il ne s'en sortira pas. Et il l'a fait un certain temps, il ne le fait plus aujourd'hui, il ne le remplace par rien.
Et il n'a pas remplacé l'ancienne morale par une nouvelle morale. Il n'a pas remplacé l'ancienne discipline par une nouvelle discipline. Parce que l'individualisme n'est pas une discipline, c'est juste une recherche du profit individuel qui va plutôt créer une mentalité de mafieux que de capitaine d'industrie en réalité. C'est pas valable que pour le capitalisme, c'est valable aussi pour les idées de gauche. Je prends un exemple au sujet de la Révolution française. Une historienne qui habite à Bruxelles, Charlotte Goetz-Nothomb, mais qui a beaucoup bourlingué en Suisse romande parce qu'elle s'est intéressée à la figure de Marat, qui habitait à Boudry, près de Neuchâtel, écrivait au sujet de Marat: à plusieurs reprises, Marat tentera de faire comprendre que l'annulation sans remplacement d'institutions d'Ancien Régime, objet de contestation certes, mais aussi de contre-pouvoir affectif, notamment les fameux parlements qui faisaient contre-pouvoir au roi, peut faire le jeu du pouvoir absolu. Marat était un révolutionnaire, mais ce n'était pas la table rase. Il s'est dit, on veut renverser ces institutions, mais il faut les remplacer. Alors qu'en face, on avait un Mirabeau, proche de l'aristocratie. D'un point de vue extérieur, on aurait pu dire que c'était un contre-révolutionnaire, ça a été dit, mais qui lui voulait la table rase? Venons à Marx maintenant. Michéa reconnaît ses dettes à Marx. Il y a quelques pages dans Nos trains de mille capital, qui est celui où il développe le plus la question économique d'ailleurs, où il dit: en développant la loi économique du mouvement de la société moderne sous sa forme chimiquement pure, débarrassée en un mot des particularités historiques et géographiques du capitalisme manchestérien de son temps, Marx a réussi un tour de force qui a bien peu d'équivalent dans l'histoire de la pensée philosophique, celle de pouvoir décrire, dès le XIXe siècle, alors que le capitalisme n'en était encore qu'à ses premiers pas, tout un jeu de tendances systémiques que son devenir moderne n'a cessé de confirmer jour après jour, et plus encore depuis son entrée à la fin des années 70 dans son cycle néolibéral, dont j'ai déjà parlé, puisqu'il avait prévu cette fameuse baisse tendancielle du taux moyen de profit début 70, baisse tendancielle due au fait que la technologie ne pouvait pas éternellement se réinventer. Marx a su dépasser son contexte par son intelligence économique, et on peut tout à fait imaginer, avec ce genre de passage, que Marx a pu enthousiasmer ce qu'on appelle les socialismes scientifiques, qui ont pu se dire ce sont des lois immémorielles, éternelles, et on va tout pouvoir expliquer. Mais c'est là où Michéa n'est pas tout à fait d'accord. Je ne vais pas faire de Michéa un anti-marxiste. Je pense que c'est un post-marxiste. Mais seulement, il comprend bien que malgré l'intelligence de Marx, il y a des choses qu'il ne pouvait tout simplement pas comprendre. Il a pu prévoir cette crise des années 70, ce qui est déjà formidable. Mais il a été dépassé sur de nombreux autres points. Et ensuite, ils ne sont parfois carrément pas d'accord, même en termes d'opinion. Marx était favorable à la centralisation des moyens de production qu'il voyait opérer par ses ennemis, les capitalistes. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que la centralisation était le premier pas, la première étape vers la socialisation. Parce qu'il a cette fameuse théorie des stades, comme on appelle. On a le féodalisme. Ensuite, pour le moderniser, il faut une révolution bourgeoise, type Révolution française, et on installe le capitalisme. Et le capitalisme va créer les structures qui vont nous permettre ensuite, de virer tous les patrons, de récupérer les structures, les usines, et de créer enfin le socialisme, et dans un stade presque utopique, le communisme. Il y a ces fameux 4 stades avec lesquels Michéa n'est pas d'accord. Donc il était tout à fait favorable à la destruction de la petite entreprise privée auquel on a assisté au XIXe siècle, et pour lui, que le paysan devienne un salarié, c'était un progrès. Alors là, Michéa est tout à fait opposé à ça. Michéa est moins progressiste, on va le voir. Cette théorie des stades, il n'est pas d'accord, mais l'histoire non plus n'est pas d'accord avec cette théorie des stades. Quand on demandait à Marx, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une révolution en Russie ? Il disait, justement, c'est le dernier pays où il pourrait avoir une révolution communiste, puisqu'ils sont encore à un stade, ce qu'ils appelaient le servage, ce que nous on aurait appelé la féodalité. Il dirait non, la révolution elle aura lieu en Allemagne, en France, et la révolution de 17 a eu lieu en Russie. Donc c'est bien la preuve que la théorie a ses limites. Marx croyait aussi, comme les libéraux, à une forme de neutralité axiologique des machines, de la technologie, du machinisme. C'est ce que disaient aussi tous les syndicalistes révolutionnaires, les Georges Sorel, qui ont encore radicalisé cette pensée. Ils se sont dit, on laisse les patrons d'industrie construire ça. Nous, en même temps, on est des bons travailleurs, mais en même temps, on est des syndicalistes de combat. Et le jour où l'antagoniste de classe devient trop fort, on les balaye et on devient les nouveaux patrons. Alors, sur un mode égalitaire, sur un mode communautaire, socialisé, autonome, mais avec le même productivisme. On va faire encore mieux. Les marxistes classiques, les gauchistes ont tendance à l'oublier, mais sont des modernistes, sont des progressistes, sont des industriels. C'est pas des écolos, c'est pas des décroissants, c'est pas des critiques du progrès. Michéa, lui, on est plutôt un. Quand il critique le libéralisme, il dit le libéralisme n'est pas neutre, c'est une idéologie comme une autre qui ne dit pas son nom. Et bien la technologie non plus n'est pas neutre. Il fait une critique d'Internet, il fait une critique des réseaux sociaux, de même qu'il aurait fait une critique du Fordisme et du travail à la chaîne à une autre époque. Il accuse en fait Marx de faire du réductionnisme économique, alors qu'il faudrait ramener quelques facteurs psychologiques et moraux dans cette explication économique. C'est ce qu'il appelle la décence commune, qui tire d'Orwell, j'en dirai peut-être un mot à la fin. C'est-à-dire en gros une morale des classes populaires qui fait qu'on n'est pas uniquement dans l'utilitarisme et dans la culture du profit. Au final, la condamnation qu'il fait de Marx, qui est une condamnation respectueuse, parce qu'en fait il se construit sur Marx. Marx a théorisé
un socialisme d'en haut qui va donner le léninisme, la théorie des avant-gardes éclairées, alors que lui, petit à petit, se rapproche de plus en plus de Proudhon. Proudhon, socialisme d'en bas, socialisme anti-autoritaire, avec des tendances libertaires, le principe fédéraliste, ça aussi, les grands différents. Lénine est un jacobin. Marx, pas vraiment, mais il prévoit le jacobinisme. Proudhon, pas du tout. Proudhon est pour les petites unités, l'autonomie communale. Proudhon avait une expression de bas en haut, de la circonférence au centre. D'ailleurs, il y a un livre que je peux vous recommander sur ce sujet de mon camarade et ami Thibaut Isabelle, qui a sorti l'année passée, préfacé par Onfray, Pierre-Joseph Proudhon, l'anarchie sans désordre, où il explique beaucoup sa vision démocratique, son côté conservateur, son rapport à la petite propriété et surtout ses idées fédéralistes, qui sont, je pense, ce qui l'éloignait le plus de Marx. Ça, c'est, je pense, que les points de divergence fondamentales. Ensuite, il se retrouve sur la lutte des classes. Mais pas tout à fait, parce que la lutte des classes au 19e, tout le monde la connaît, bourgeois contre prolétaires, c'est assez facile à comprendre. Marx voulait une société sans classe, Michéa aussi, dans l'idéal une société sans classe, qui se définirait comme une société dans laquelle le pouvoir économique et juridique de disposer à sa guise du temps des autres, donc de les exploiter ou de les dominer, aurait progressivement disparu. C'est ce qu'on appelle la plus-value, c'est-à-dire l'exploitation du surtravail. Là, je pense qu'ils sont assez d'accord. Seulement là où Marx parlait de classe ouvrière, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une force de masse dans la société industrielle du début, Michéa préfère parler de peuple. C'est pour ça qu'on l'accuse de populisme. Aujourd'hui, on a un capital fictif à l'œuvre, et ce capital fictif, il précarise potentiellement une part beaucoup plus grande de la société et même de l'humanité que le capital réel, c'est-à-dire l'exploitation dans le rapport capital-travail. Ce capital fictif, on va en parler, c'est justement le capitalisme transnational, dématérialisé, on va le voir. Mais en gros, on est tous concernés, presque tous. C'est le fameuse théorie des 1%, que Michéa critique en disant oui, c'est un peu simpliste, mais c'est quand même un petit peu vrai quand même. C'est-à-dire que oui, il y a 1% de l'humanité qui a réellement un pouvoir beaucoup plus important que les 99%. Et ça, c'est un discours qui se tient de plus en plus, mais que les élites de gauche n'acceptent pas. Lui a soutenu Podemos, par exemple, parce que Podemos, malgré le bilan un peu mitigé de ce mouvement en Espagne, a été un des premiers mouvements politiques à avoir, tout en venant de gauche, à avoir une vision populiste de la lutte des classes. Quand ils ont manifesté sur la Puerta del Sol à Madrid en 2011, il y avait un slogan qui disait « Nous ne sommes ni de gauche ni de droite, nous sommes ceux d'en bas contre ceux d'en haut ». Tous ces mouvements sociaux actuels qui viennent sont beaucoup plus populistes que classistes, pour prendre la définition marxiste. Et Michéa reproche aux médias, à chaque fois qu'il parle de Podemos, de dire le parti de gauche radicale espagnol. Il leur dit non, mais ce n'est pas de la gauche radicale, vous n'êtes pas allé le voir. Justement, eux militent, tout comme lui, et tout comme moi accessoirement, pour le dépassement de ce clivage. Il a beaucoup étudié Podemos, qui lance un appel à retourner par-delà 3 décennies d'hégémonie idéologique absolue de la gauche libérale et citoyenne au clivage transversaux du socialisme originel. Chez Podemos, il voit une révolution culturelle qui nous ramène au clivage anticapitaliste qui était ceux du socialisme, de l'anarchisme et du populisme originel, ces 3 références au XIXe siècle. Ensuite, ce qui a changé, et là où c'est pas qu'il est en désaccord avec Marx, mais il dépasse Marx parce que Marx ne peut pas le prévoir, c'est l'arrivée du capitalisme de consommation. Marx, dans sa théorie du salaire, on le voit, avait surtout théorisé un capitalisme de production où l'ouvrier était tellement exploité, gagnait tellement peu, qu'on était dans une économie de la survie. Ensuite, avec le Fordisme, le Taylorisme, enfin toutes les variantes de ce mouvement, donc à la fois la consommation de masse, la production croissante des biens de consommation de base, ça a changé les choses. Il fallait que la société de production devienne une société de consommation. C'était l'après-guerre, les politiques de relance keynésiennes. Les classes populaires n'étaient plus considérées uniquement ni comme de la chair à canon, ni comme de la chair à usine, mais comme des agents de consommation. Il a fallu augmenter les salaires. Le but de Ford, c'était que les voitures fabriquées dans ces usines soient en grande partie achetées par ses propres ouvriers. Il fallait augmenter les salaires, ce qui a pu être vu comme un progrès social, mais au prix d'une nouvelle forme d'aliénation que Marx vraiment n'avait pas prévu. Marx, c'est germinal, alors que Ford, c'est germinal avec le smartphone. C'est un petit peu ça la différence. Qui est le plus aliéné ou le moins aliéné des deux ? Les deux boivent en général. Cette production croissante des biens de consommation de base a relancé la croissance de manière inespérée. Michéa cite Guy Sormand, qu'on a pu lire dans l'hebdo bien longtemps, qui expliquait à ce moment-là que c'est formidable, les Américains nous montrent la voie, on a eu peur un moment, mais si les Américains l'ont fait, on va pouvoir le faire. Là, on a trouvé le truc, la croissance sera exponentielle. Donc vraiment, de nouveau, comme Alain Minc, comme tous ces idéologues néolibéraux qu'on voit sur les plateaux télé, qui n'ont pas aucune conscience de la réalité économique et notamment de l'infrastructure matérielle de l'économie. Et Michel a écrit, dans cette optique alors entièrement nouvelle d'une consommation de masse,
les gains continuels de productivité rendus possibles par la révolution technologique permanente allaient se trouver plus que largement compensés pendant des décennies par l'existence d'une demande toujours plus accrue pour ces équipements matériels de base qu'exigeait le nouveau mode de vie moderne, automobile, appareils d'électroménager, téléphone, postes de radio, téléviseurs. Quand il parle des décennies, en gros, c'est les 30 glorieuses. Demande qui ne pouvait à son tour que favoriser le recours toujours plus important à une main-d'œuvre salariée. La production en série, c'est encore beaucoup d'ouvriers, on est encore dans le prolétariat là, jusqu'à rendre même concevable une situation de quasi plein emploi, particulièrement favorable aux organisations syndicales de l'époque. Ce modèle aliénant a fait diminuer le chômage et a fait augmenter les salaires. Donc à court terme, c'est plus, du point de vue des syndicats, les syndicats étaient contents. Il y a eu une forme d'alliance sacrée. Ensuite, il y a eu la robotisation, il y a eu la montée du chômage, il y a eu la récession. Qu'est-ce que le marché a trouvé pour conjurer ça ? Pas grand-chose. Ils ont trouvé l'obsolescence programmée. Ils se sont dit, comme il y a moins de gens qui achètent et moins de gens qui bossent, on va faire des produits qui tiennent moins longtemps. Et on est dans cette époque-là. On le voit avec notamment tout le domaine de l'électronique. Mais ça ne suffit pas. C'est justement une manière, à nouveau, d'ajourner l'éclatement de cette contradiction qu'avait prévu Marx. Là, sur ce plan-là, Marx avait raison, sauf qu'il y a des épisodes qui lui ont échappé. Ça veut dire que sa prophétie peut avoir 50 ans ou 100 ans de retard, mais ça ne change pas grand-chose dans les logiques économiques. Parce que à quoi on assiste, c'est ce que Michéa, s'inspirant d'un autre auteur, appelle le capitalisme inversé. On arrive au bout d'une limite systémique, d'une accumulation qui est prétendument sans limite, mais qui ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'elle repose sur une base matérielle. Le capitalisme classique reposait sur l'exploitation présente des travailleurs et des biens, enfin des denrées, des substances. Et là, ça repose sur l'exploitation future. C'est une logique d'hypothèque. On vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué. D'ailleurs, c'est l'expression que Michéa utilise. Il écrit « Le capitalisme inversé repose d'abord sur cette conviction pour le moins optimiste, et en tout cas contraire à toute sagesse populaire, selon laquelle on pourrait vivre presque éternellement en vendant la peau de l'ours qui n'a pas encore été tué, et j'ajouterais qu'il n'est même pas encore né et dont on ne sait pas s'il naîtra. » Et il cite Marx qui disait, alors très ironiquement, il disait « Le capital produit de l'intérêt comme le poirier produit des poires. » Parce qu'évidemment, non, ça ne fonctionne pas comme ça, il ne suffit pas d'appuyer sur un interrupteur. On pourrait dire que l'idéologie néolibérale, écrit Michéa, n'a fait que reprendre à son compte le vieux rêve des alchimistes, transformer le vil plomb du capital fictif en or pur de la croissance réelle, avec d'ailleurs un succès du même ordre, c'est qu'à la fin, rien, justement. L'essentiel de la richesse aujourd'hui, ce sont des titres de propriété, donc des actions, des bons du trésor, entre États, mais aussi entre particuliers, des produits spéculatifs titrisés. Je vous rappelle que la titrisation, c'est cet rachat d'actifs, des créances la plupart du temps, par des investisseurs qui ensuite les remettent sur le marché et qui font fonctionner l'essentiel de notre économie mondiale, mais qui reposent sur du vent, sur des dettes qui mettent à mal des gens qui ne sont pas en mesure de les payer et dont on ne sait pas s'ils les payeront et du coup qui nous précarisent tous, sauf ces fameux 1%, en caricaturant un peu. Les actifs financiers, donc la reconnaissance de dette en gros, aujourd'hui, d'après Michéa, ce serait entre 12 et 20% du PIB mondial. Donc entre 12 et 20% de cette économie ne repose sur rien. Et là, on est en contradiction à nouveau avec cette métaphysique libérale dont se moquait Michéa et qui n'arrive jamais dans la réalité. C'est que les théoriciens libéraux vont nous dire que l'intelligence du libéralisme, c'est une forme de contrat. C'est du contractualisme libre, volontaire, entre des gens, des agents rationnels. Voilà. En gros, le suicidéal, selon ces gens-là, devrait quelqu'un qui, tous les mois, prend 2 heures un soir pour comparer ses polices d'assurance maladie pour pouvoir changer en fonction de son propre intérêt. Un agent économique pur. On sait que c'est pas le cas. Et là, c'est encore d'autant moins le cas que si on passe un contrat, même un contrat inégal, même un contrat colonial avec quelqu'un, il y a encore quelqu'un en face de nous qui peut nous contredire, qui peut négocier, qui peut discuter. Mais quand on passe ce type de contrat avec, on va dire, nos enfants ou nos petits-enfants, puisque quand on parie, quand on hypothèque les ressources, c'est ça, on n'a personne en face de nous pour nous tenir tête ou pour nous dire non. Et il n'y a pas de contractualisme intergénérationnel, il n'y a pas de contractualisme entre les siècles. C'est tragique de le dire ça, mais on est en train de pratiquer une forme d'exploitation qui n'est pas du tout dans la philosophie libérale contractualiste, mais dans la dictature pure et simple, de type esclavage envers des gens qui ne sont pas nés, dont on espère peut-être pour certains qu'ils ne naîtront pas par rapport à ce qu'on leur a préparé. Nombre d'économistes de gauche, dit-il, croient encore que le capital qui s'est accumulé sous forme de richesse financière insensée, ne représente en dernier instant qu'un détournement parasitaire de la valeur déjà produite dans l'économie réelle, donc en gros du détournement franc. Thèse qui ne peut évidemment que renforcer l'opposition entre le grand industriel honnête et utile à la société, par exemple Vincent Bolloré, et le spéculateur avide et sans scrupules, par exemple Vincent Bolloré. Et qu'il ne devrait donc être possible pour un gouvernement enfin soucieux des intérêts du peuple d'en récupérer un jour la plus grande partie afin de financer des investissements socialement utiles ou même de redistribuer aux classes les plus modestes. Mais dès lors qu'on a réellement pris conscience que cette richesse fabuleuse qui s'accumule sans cesse depuis le secteur financier
est d'ores et déjà aujourd'hui plus de 20 fois supérieur au PIB mondial, il est difficile de ne pas en venir, au contraire, à la conclusion beaucoup plus logique que celui qui rapporte la richesse monétaire au transfert de l'économie réelle peut tout aussi bien défendre l'idée, j'aime bien cette expression, que les océans sont exclusivement composés de l'eau qui s'est écoulée ces derniers mois du lac de Constance. La proportion, elle est la même. Pour le dire autrement, il y a déjà bien longtemps que le moteur principal de l'économie capitaliste mondiale n'est plus, comme au plus beau jour de l'époque fordiste, la production des marchandises concrètes, qu'il s'agisse de voitures, de smartphones, d'avions de chasse ou de tomates industrielles, mais celle de capital fictif, c'est-à-dire de cette somme fabuleuse de paris spéculatifs, toute reconnaissance de dette engageant par définition un pari d'autant plus spéculatif qu'elle a été titrisée, sur une richesse économique à venir dont on espère seulement, en croisant les doigts, qu'elle finira, un jour ou l'autre, par être effectivement couverte par la croissance réelle. C'est un pari, donc, et c'est un pari très risqué. Et quand on voit qu'aujourd'hui les États-Unis, pour prendre l'exemple le pire, consomment 12 fois par année les ressources mondiales qu'il faudrait au reste de l'humanité, on se dit que c'est assez inquiétant. On est dans un état de ce que le philosophe Danny Robert Dufour, qui est assez proche de Michéa philosophiquement, un autre penseur antilibéral, appelle la pléonexie, en s'inspirant des Grecs. C'est l'abus consumériste, la boulimie, c'est la grande bouffe de Ferreri, c'est ça, l'hubris, vouloir plus que sa part. Et l'hubris, d'ailleurs, dans la mythologie grecque, ça se traduit par la démesure, c'est un dieu qui est en couple avec Némésis, le châtiment. Donc les Grecs, pourtant, qui n'étaient pas pris dans cette morale judéo-chrétienne du renoncement, pas du tout, au contraire, il y avait quelque chose d'assez hédoniste, mais eux-mêmes comprenaient qu'il y avait un lien entre démesure et châtiment. Les anciens disaient que cette pléonexie amène ou la stasis, c'est-à-dire la guerre civile, qu'on pourrait traduire en termes modernes par la lutte des classes, les pauvres sont tellement pauvres qu'ils se révoltent contre les riches, ou la polémos, donc la guerre extérieure, qu'on pourrait traduire en termes modernes par l'impérialisme, le colonialisme, c'est-à-dire on manque tellement qu'on va voler aux autres des biens de quoi nous nourrir. On trouve ça dans Platon, dans le Gorgias, où il donne un exemple assez joli, c'est l'exemple du pluvier, qui est un échassier, un oiseau, et il dit cet oiseau est le symbole de la pléonexie, c'est le seul oiseau qui arrive à manger tout en déféquant au même moment. C'est-à-dire il a un boyau droit, c'est un circuit, et c'est une belle image de notre société capitaliste, d'où la conclusion logique de ça, pour Nietzsche, c'est d'arriver à la décroissance. Dans ce livre, qui est effectivement pour moi le meilleur, le complexe d'Orphée. Pourquoi il s'appelle Orphée? Orphée, là aussi, on revient à la mythologie. Vous connaissez Orphée, musicien formidable, qui va sauver sa femme morte aux enfers et qui arrive à charmer Cerbère, le chien, et ensuite Hadès, le dieu des enfers, qui lui dit bon, c'est bien parce que c'est toi, je te fais une fleur, tu peux ramener ta femme Eurydice, mais à une seule condition, c'est qu'avant d'arriver à la surface de la Terre, ne te retourne jamais pour vérifier qu'elle te suive, parce que si tu te retournes, elle disparaîtra et elle reviendra dans le... Alors, je ne sais pas si elle était dans l'Élysée ou le Tartare, enfin dans les enfers, quoi. Et il est tellement inquiet pour être sûr qu'elle le suive, pour être sûr qu'il ne marche pas trop vite, qu'il se retourne, et il est damné. Enfin, il est damné, c'est-à-dire il revient à la surface, il se désespère, il finit par tomber sur des ménades qui l'égorgent, qui sont ivres. Et voilà, il ne faut pas faire boire les ménades, c'est les prêtresses de Dionysos. Et pourquoi Michel s'intéresse à ça? Parce qu'il dit que c'est un très beau symbole, parce que Orphée, c'est celui qui a une peur panique de se retourner, parce qu'il a peur de tout perdre en se retournant. Et le progressisme, de gauche ou de droite, c'est ça. C'est ne vous retournez pas parce que demain est toujours meilleur. Ça, c'est la base de la critique du progrès. C'est une critique philosophique. Ensuite, il la développe à un niveau économique, et c'est là où on arrive à la décroissance, qui est une forme d'écologie, on va dire, radicale. Au début de son livre « Notre ennemi le capital », dans les premières pages, il écrit, en s'adressant ironiquement aux gens de gauche, « Cours moins vite, camarades, le nouveau monde, celui du réchauffement climatique de Goldman Sachs de la Silicon Valley, est devant toi. » Donc cours moins vite. Ça ne veut pas dire qu'il faut être réac, qu'il faut forcément regarder que derrière, mais c'est-à-dire devant nous, c'est pas la libération, c'est pas l'émancipation, c'est tout ce que le capital nous a construit, parce que le capitalisme est progressiste, parce que le capitalisme même est révolutionnaire. Et ce que veulent les révolutionnaires socialistes, c'est évidemment l'encontre de ça. Donc il y a, comme il le dit, un moment conservateur de toute théorie radicale, qu'il s'agisse de restaurer des équilibres écologiques compromis par la croissance, ou de préserver les conditions morales, culturelles et anthropologiques d'un monde décent, ces fameux types anthropologiques pré-capitalistes. Ça fait penser un peu à la phrase de Camus. « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » Ce qui est un peu le mot d'ordre des conservateurs depuis Scruton à Finkielkraut. C'est pas un choix de volonté, c'est simplement une prise en compte du monde, et notamment du monde de la nature, telle qu'elle est. Il renvoie dos au dos le capitalisme et le léninisme comme deux formes du mode industriel, et il suggère en disant tiens, peut-être que dans le socialisme, il y a les productivistes, en gros l'héritage soviétique, et il y a les décroissants,
comme lui. Et comme par hasard, d'un côté, il y a les autoritaires, là aussi les léninistes, et les libertaires. Et d'un côté, il y a des socialistes qui veulent sauver les travailleurs par la consommation et ceux qui veulent sauver par l'hédonisme. Parce que lui, c'est pas un moine pour autant. Je vous parlais de son goût pour le pastis, les jolies filles, la dolce vita et les boules de pétanque. C'est pas un templier, pas du tout. Au contraire, lui, il emploie souvent le terme d'épicurien, dans le vrai sens du terme. Il se considère comme un hédoniste, mais pas un hédonisme de la consommation, mais un hédonisme du lien social, de l'amitié, du bien vivre, des bons produits, etc. etc. Et c'est en ça qu'il s'oppose aux léninistes. Et comme par hasard, il dit, ben voilà, notre différence, c'est que le rapport au bien matériel, c'est que pour nous, c'est une valeur d'usage, et pour vous, c'est une valeur d'échange, c'est-à-dire que comme les libéraux, vous en faites commerce, sous prétexte de l'intérêt du peuple. Point suivant, le rapport à l'État, parce que c'est vrai qu'avant de lire Michéa, moi qui effectivement me définis aussi comme socialiste, j'avais tendance un peu naïvement à dire, ben, tout socialiste devrait être étatiste. Évidemment, les choses sont un petit peu plus compliquées, et faire une critique socialiste de l'État n'est pas faire le jeu du capital, ce que Michéa, à la suite de Proudhon, explique bien. D'ailleurs, la notion de capitalisme d'État que les historiens adossent souvent à l'URSS, Michéa la refusait, il parlait plutôt d'imitation d'État du capitalisme. Et c'est une fausse opposition. Il ne saurait y avoir, écrit-il, d'économie de marché cohérente sans l'existence d'un État qui doit toujours intervenir pour briser toutes les résistances possibles au règne du laisser-faire. Si le capitalisme, l'anarcho-capitalisme libertarien, ça donne le Monopoly où en 2 heures de jeu, on finit par recréer des monopoles pour la fin des temps, c'est bien la preuve que le libéralisme ne fonctionne pas, sauf s'il peut s'adosser sur les lois et sur l'État, qui est censé en réalité protéger le peuple de la voracité du marché, mais qui, on le sait, va donner plutôt les moyens légaux et structurels au marché de prospérer. C'est pour ça qu'il faut beaucoup se méfier de l'État, même et surtout quand on est anticapitaliste. Je prends l'exemple d'une chercheuse de gauche qui s'appelle Geneviève Azam, aussi issue des milieux décroissants, dans un texte intitulé « Machinisme et libéralisme économique », écrit « Contrairement aux affirmations de la Vulgate libérale, le marché libéral n'est pas une institution spontanée, c'est l'État qui doit mettre en place les conditions. C'est pourquoi les pays dans lesquels l'État reste très faible, on peut penser à de nombreux États africains, ont du mal à instituer les formes marchandes, alors que ceux, munis d'une structure étatique forte, ont pu développer plus facilement la marchandisation de la société. » Voilà, si les libéraux avaient raison, alors il y aurait certains pays d'Afrique où l'État est tellement faible par déstructuration qu'on pourrait dire « Ah, ben c'est ça le capitalisme réalisé ». Sauf que non, pas du tout. C'est un côté mafieux qui ressemble beaucoup plus à la féodalité qu'au marché libre rêvé par les libéraux. Alors que dès qu'on met en place un tyran, un Pinochet local ou autre, mais un État, injuste, mais un État, alors là, le marché reprend avec une exploitation encore beaucoup plus violente que dans cette jungle libérale des enfants soldats et des coupeurs de canne à sucre. Une partie de la gauche l'a compris, et c'est celle dont Michéa se sent proche. Je crois qu'il est proche d'ailleurs de ceux qu'on appelle les décroissants France, là, Vincent Chenet, les casseurs de pub, tout ça. Et pourquoi faut-il se méfier de l'État aussi pour la question du chômage? Il a beaucoup réfléchi dans son dernier livre sur ce qu'on appelle le taux de chômage structurellement incompressible, en anglais le Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, NAIRU en acronyme, c'est Milton Friedman qui avait théorisé ça, et c'est quelque chose qui est imposé dans tous les pays de l'Union européenne. Il y a une conférence d'Étienne Chouard qui parle de ça, que je vous recommande, qui est très bonne, où il explique pourquoi finalement l'État, c'est pas qu'il ne peut pas baisser le taux de chômage, c'est qu'il ne veut pas. Alors là, on ne parle pas forcément de la Suisse, parce que la Suisse n'est pas tenue heureusement à ses engagements, à ma connaissance du fait qu'elle est hors de l'UE, mais ces engagements sont imposés à la fois au marché, bien sûr, mais aux États, puisque l'UE est une structure politique, ne l'oublions pas. À la fin des années 60, Milton Friedman, c'est en 68-69 qui théorise ça, il disait, dans l'idéal, il faudrait qu'aucun État national ne baisse le chômage en dessous de 9% de la population active. Même si vous y arrivez, même si vous avez des politiques de relance keynésiennes contre lesquelles il était, puisqu'il a contribué à les détruire, ne le faites pas. Il vaut mieux une assurance chômage et des services sociaux, même minimaux, plutôt que de créer de l'emploi pour ces fameux 9%. Il ne faut pas leur faire croire que c'est systémique, il faut faire croire que c'est accidentel, que c'est conjoncturel. Mais non, le taux de chômage n'est pas conjoncturel, ou pas entièrement, il est structurel. Et plus on rationalise la production avec le développement technologique, l'automatisation, bientôt les robots, et plus il y a une éviction du travail vivant. Ça, c'est normal. Je veux dire, on n'est pas dans une grande croissance démographique, mais on est dans une croissance démographique quand même, parce que c'est normal qu'il y en ait une. Mais on est dans une décroissance de l'emploi. Donc, au bout d'un moment, c'est pas un accident si les jeunes ne trouvent pas d'emploi. C'est pas un accident, c'est normal. Comment continuer à les faire culpabiliser et leur mettre la pression? Parce que le but, c'est pas de créer des nouveaux retraités, c'est de les utiliser comme moyen de pression, pour parler comme Marx, comme armée de réserve du capital, pour mettre la pression sur les autres,
sur les travailleurs. Pompidou l'avait d'ailleurs avoué à la fin de sa vie, il lui disait que dans les années 60, il avait utilisé l'immigration comme ça, l'immigration pour affaiblir les syndicats, l'armée de réserve du capital. Parce que ces 30 glorieuses dont on a parlé, en réalité, tout le monde en a profité, mais les patrons auraient voulu en profiter plus. Donc ce qui les a dérangés, c'est que le bras de fer avec les syndicats était constant. Et ils se disaient, ces syndicats, ils commencent à un peu trop prendre confiance en eux. Pourquoi ? Parce qu'on est proche du plein emploi et que donc ils sont en position de force sur la table des négociations. S'il y avait un chômage structurel, on pourrait toujours... Déjà, les syndicats se dissolveraient petit à petit parce que ce serait... la guerre de tous contre tous, hein, le prolétaire est un loup pour le prolétaire, quelque chose comme ça, et à partir de là, on pourrait plus facilement, et c'est dans cette situation qu'on est aujourd'hui, on pourrait plus facilement les manœuvrer. Donc cette armée de réserve du capital dont on parle souvent au sujet de l'immigration, c'est la logique extérieure, faire venir des étrangers pour précariser nos travailleurs, elle existe aussi à l'intérieur, avec le rôle ingrat qu'on fait jouer aux chômeurs. Seth Ackerman, un docteur en histoire, disait « Nous sommes d'avis qu'il est impossible d'avancer vers l'émancipation du travail salarié sans avoir atteint le plein emploi. Et cela pour la simple raison que la classe ouvrière n'est jamais autant préoccupée par l'emploi que lorsqu'il en manque. Alors que lorsqu'elle en a, justement, on peut négocier beaucoup de choses, des avantages sociaux, des salaires, et elle ne s'en soucie jamais aussi peu que lorsqu'il y en a pour tous. La seule voie possible vers une politique post-productiviste est l'abondance d'emplois salariés. Cela pourrait sembler être une contradiction, mais ce n'est pas le cas, c'est simplement un paradoxe. Il y a des décroissants qui sont pour la suppression du travail ou la limitation du travail, en disant ça va faire refroidir la machine. Mais lui dit non, au contraire, c'est quand tout le monde aura un travail qu'on arrivera à calmer le jeu. Et économiquement, ça se tient. Mais ensuite, dans ceux qui pensent autrement, et notamment dans les émules de Friedman qui vont aller draguer jusqu'à l'extrême gauche, on va avoir des propositions comme on a eu l'année passée ou il y a 2 ans, je ne sais plus, sur le revenu de base universel, le RBI. Le livre de Micha est sorti quelques mois après. Je regrette presque parce que j'ai jamais trouvé autant d'arguments contre le RBI après la fin de la campagne que dans ce livre. Il y a d'autres bouquins très bons sur la question, mais celui-ci est vraiment bien parce que ce revenu est déjà à l'agenda des gouvernements finlandais, québécois, en Ontario, on le trouve dans des municipalités des Pays-Bas. Il y a eu des expériences plutôt à petite échelle. Micha rappelle que c'est issu de Friedman, donc pour un socialiste, il faut s'en méfier, c'est quand même l'antithèse totale. Il appelait ça l'impôt négatif au départ, il a influencé Nixon, Giscard a failli aussi y céder, il était tenté par ça, donc c'est pas du tout des hommes d'État de gauche qui ont voulu imposer ce système, c'est plutôt des hommes d'État très à droite, et évidemment la contrepartie de ça, et même les initiants l'ont dit, c'est la fin des services publics, de la sécurité sociale, la privatisation des ressources collectives, parce qu'on vous donne une somme dont vous faites ce que vous voulez, mais en échange, rien ne vous est dû par l'État. Et en plus, vous recevez tous la même chose. Les lois sociales, pourtant, se fondent historiquement sur le travail dans l'histoire. Il y a des juristes dans la salle, vous le savez. L'histoire des droits sociaux est liée complètement à l'histoire syndicale, bien sûr, mais à l'histoire du marché du travail. S'il n'y a plus de travailleurs, il n'y a plus de droits sociaux, parce que c'est lié. Vous ne pouvez pas avoir des droits sociaux de consommateurs ou de femmes au foyer. Ça ne fonctionne pas. Ça peut découler de ça. Mais avant tout, c'est le travail, parce que ça s'est construit par la lutte, et notamment la lutte des classes. S'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de droits sociaux. C'est ce que dit Michéa. Et un sociologue qui s'appelle Matteo Alalouf, qui a sorti un très bon bouquin contre le revenu de base, dit même que c'est un cheval de Troie néolibéral au cœur de l'État social parce qu'il s'inquiétait de voir, et on l'a vu en Suisse, de nombreux partis de gauche et souvent même d'extrême gauche soutenir ça en disant, parce qu'ils ont une vision libertaire à court terme, en disant le travail ça pollue, le travail ça fatigue, on est socialiste donc on aimerait que l'État nous nourrisse. C'est pas du vrai socialisme de penser comme ça. En plus c'est un report de charge depuis du patronat à l'État, parce que si vous recevez un revenu de base et que vous êtes salarié, le patron pourra vous payer moins parce que vous aurez une bonne base. Et donc c'est quoi la différence? C'est que là où le patron se décharge d'une masse salariale qui n'a plus besoin de vous verser, c'est l'État qui vous la verse, donc le contribuable. On voit bien que c'est plutôt une mesure libérale que socialiste. Et sur ce sujet-là, Micha a écrit « Une partie croissante des élites libérales qui redoutent à juste titre les effets politiques futurs de cette bombe sociale, à savoir le chômage, parce que c'est pour ça, c'est ça qui leur fait peur, à juste titre. Donc ils disent, il faut qu'on, comme disait Kluskar, qui est un philosophe marxiste alors assez différent, mais il disait, on nous a vendu pendant des années une idéologie pour justifier les cheminées qui fument, c'est le productiviste. Maintenant que les cheminées ne fument pas parce que les usines ferment, on va nous vendre une autre idéologie, on va appeler ça l'écologie, n'importe quoi. L'important, c'est de justifier moralement, idéologiquement, le fait que vous ne travaillez pas. Ça, c'est la justification idéologique. La justification économique, ça pourrait être le revenu de base. Donc les élites libérales songent à refroidir le réacteur en ouvrant progressivement à l'idée d'une allocation universelle de citoyenneté, c'est comme ça qu'ils l'appelaient, qui serait versée à chaque individu pendant toute la durée de sa vie, qu'il accepte de travailler ou non.
idée qui ne fait au fond que reprendre sous une forme nouvelle les anciennes pratiques clientélistes de la Rome impériale, c'est pas mal comme parallèle. C'est seulement à ce prix, en effet, que l'accumulation du capital pourrait se poursuivre, quelques décennies encore. Là aussi, c'est comme le Fordisme, quand on a arrivé au bout, voilà, ça a sauvé le coup pendant les 30 Glorieuses. Ensuite, le néolibéralisme a fait repartir la machine. Peut-être que ça peut sauver une génération de l'effondrement, mais en fait, ça ne remet absolument pas en cause la prophétie de Marx. Peut-être que même que c'est prendre de l'élan pour mieux sauter. On peut donc pratiquement être certain que dans les années à venir, ce projet libéral d'une société à 2 ou 3 vitesses, où seule une minorité du genre humain, que lui il estime à 20%, donc 20% pas de la population, mais de la population active qui travaillerait, serait condamné au travail productif à plein temps, recevra un accueil de plus en plus favorable de la part de la gauche et de l'extrême gauche, alors que la véritable solution socialiste serait bien entendu de travailler beaucoup moins pour travailler tous. Il faudrait réduire le temps de travail parce qu'effectivement on est en surproduction, mais il faudrait que tout le monde puisse subvenir à ses besoins de manière autonome. Enfin, pour autant que le salariat soit une autonomie, mais disons de manière sans dépendre d'une subvention quelconque. Donc il faut réduire le temps de travail, ce qu'on appelle sur la marge intensive, c'est-à-dire combien je travaille d'heures dans la semaine, et non pas sur la marge extensive, c'est-à-dire combien de gens travaillent dans la société. Il ne faut pas plus de chômeurs, il faut plus de temps partiel, en gros, c'est ça. Et ça peut rencontrer les codes dans une certaine gauche, mais pas dans celle dont on parle. Et il ajoute qu'il faut se battre pour les droits menacés par les mesures néolibérales, parce qu'il a l'impression qu'en fait, tous ces initiants, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de la gauche, en Suisse, il y en avait beaucoup, que c'est des gens, ils se sont tellement accablés par les offensives du patronat qu'ils se disent, ben, on va le prendre à revers, au lieu de se battre à la manière classique, 19e syndicaliste, eh ben, hop, on va proposer une réforme qui nous permet de plus nous battre et puis de remplacer nos chaînes par d'autres liens. Et là, on arrive à cette dématérialisation de l'économie. Parce que là où les gens du RBI ont quand même raison, je pense, pour moi, c'était une bonne campagne. Moi, j'ai signé l'initiative, et j'ai voté contre, mais j'ai signé l'initiative parce que je pensais que c'était un débat qui devait avoir lieu. Il a eu lieu. Ça a été un débat, je pense, d'un intérêt philosophique, de philosophie politique comme on en avait rarement eu lieu ces dernières années en Suisse. Je suis content que ça ait pas passé, parce que je suis contre, mais je suis content que ça ait eu lieu. Il y avait des gens très intéressants là-dedans, des économistes, des philosophes, et ils ont posé au moins une bonne question, et on devra la reposer sous une autre manière, c'est qu'il y aura de moins en moins de travail parce qu'il y a l'automatisation et la robotisation, et en plus, à moyen terme, il y a une dématérialisation de l'économie. Marx a bien dit, et ça n'a pas changé, que seul le travail produit de la richesse. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus le cas, qu'on est la révolution des données. Mais toute la richesse dont on profite ou qu'on gère, qui n'est pas produite par nos travail, est produite par le surtravail d'autrui. Ce que tout patron sait, parce que c'est la théorie de la plus-value. Mais cette théorie de la plus-value, elle peut fonctionner aussi sur des ordinateurs, ou sur une délocalisation. On ne voit même plus qui produit ce travail. Mais au final, il est toujours produit par quelqu'un, que ce soit un esclave ou une puce électronique. Sauf que dans le cas des puces électroniques, il y a une déconnexion progressive du système capitaliste et de la vie humaine. On ne sait plus tellement où on en est. En 2011, selon une estimation des banques de règlement internationaux, seul 1% des transactions économiques quotidiennes concernaient des échanges de marchandises concrètes. 1%. C'est-à-dire, ce 1%, c'est par exemple un producteur qui vend du blé à la Migros. Mais ça, c'est 1%. Tout le reste... alors bon, c'est pas que de la titrisation dont j'ai parlé, mais c'est beaucoup de transactions pures que Marx avait un peu anticipé, mais pas à ce point-là, parce que ça vraiment, je pense que ça dépassait son imagination même. Et c'est cette troisième révolution industrielle. On dit toujours la première révolution industrielle, celle dont on a retenu le nom, c'est la vapeur. Ensuite, presque coup à coup, il y a eu l'électricité et le pétrole. Mais là, on est dans le domaine des ressources toujours, des ressources matérielles, naturelles, palpables. Et là, c'est les données. C'est ce qu'on appelle le capitalisme numérique. Les économistes parlent du modèle californien, la Silicon Valley, les GAFA. GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple, qui touchent le monde entier, mais qui en fait, je crois que c'est quelques centaines, ou dans le meilleur des cas, quelques milliers de salariés dans le monde. En fait, c'est très peu à l'échelle mondiale, pour dire que c'est des entreprises qui, en bourse, sont cotées en dessus de tout. L'emploi qu'ils ont créé, c'est vraiment peu de choses. Et en plus, c'est à partir d'un matériau de base qui est virtuel, qui est de la donnée, si ce n'est évidemment l'armature et les substances qui sont dans les ordinateurs et qui viennent aussi des mines. Enfin, ça c'est un autre problème. Mais à la base, ce sont des données. C'est un capitalisme numérique. Cette Silicon Valley que Michéa décrit comme la synthèse la plus accomplie de la cupidité des hommes d'affaires libéraux et de la contre-culture californienne de l'extrême gauche américaine et des 60s. Parce que l'extrême gauche y est allée avec la culture geek, même des manifestations comme on a aujourd'hui, comme le Parti Pirate. Alors, est-ce que c'est un parti de droite, de gauche, je ne sais pas. Culturellement, c'est quelque chose de gauchiste, mais qui s'appuie sur ça en disant, voilà, la dématérialisation est une émancipation. C'est bien de sortir de la mine, ça on est d'accord, même si dans chaque smartphone, c'est des trucs qui viennent de la mine. Et Michel a vraiment une dent contre eux. Il les appelle l'extrême gauche anarcho-libérale et siliconistes. Ça ne fait pas référence à leurs implants mammaires, mais ça fait référence à la Silicon Valley. C'est
le rêve du gauchiste qui veut ouvrir une start-up dans le Jura parce que les fermes sont moins chères, mais qu'en même temps, il peut travailler en connexion avec la Californie et qu'il a un salaire californien. Oui, d'accord, mais on ne construit pas une économie ni nationale et encore moins mondiale sur des bases comme celle-là. Il y a la question de la monnaie. On parle de dématérialisation des transactions et des biens, on va dire des denrées, mais il y a la dématérialisation de la monnaie. Il faudrait donner aux banques le monopole de la circulation monétaire, il faudrait supprimer les espèces selon ces gens-là, et ils ont des bons arguments, parce que par exemple, ils nous disent, on passe de plus en plus à un système de cartes de crédit ou de chéquier dans le meilleur des cas, ils nous disent que c'est lutter par exemple contre le modèle mafieux, parce qu'il semblerait que les mafieux transportent, comme dans les films, des valises remplies de dollars. Alors évidemment, ces gens-là sont nuisibles, on est bien d'accord, mais ces gens-là me font quand même beaucoup moins peur que ceux qui pourraient faire main basse sous nos économies sous prétexte d'un bug sur le système. C'est d'ailleurs un débat qui a lieu en ce moment avec... je sais qu'il en est question dans le dernier numéro de La Nation au sujet de l'initiative Monnaie Pleine. Je ne vais pas ouvrir le débat là-dessus, mais c'est un débat intéressant parce que ça rappelle effectivement qu'aujourd'hui, les 10 ou 20% de l'émission monétaire en Suisse sont des pièces et des billets et que le reste, c'est de l'économie scripturale. Donc là, on peut se demander comment cette économie échappe à un monopole d'État, enfin un monopole de la Banque nationale. Il y aurait une mise à jour nécessaire. Mais c'est un autre sujet que je ne maîtrise pas et qui mériterait une conférence ici. Et alors, pour terminer, pour conclure, quelles sont les prospectives? Parce que là, on est dans la critique. En gros, il y a une bulle spéculative, on l'a dit, elle est irremboursable. Micha a écrit « À partir du moment où le volume global des produits dérivés qui s'échangent chaque jour sur les marchés financiers est d'ores et déjà sans aucune commune mesure avec les possibilités de production réelle de l'économie mondiale, sans même prendre en compte les limites écologiques auxquelles une telle production matérielle se heurtera de plus en plus, l'hypothèse selon laquelle la dette déjà accumulée pourrait un jour se voir couverte en totalité par la croissance économique à venir est devenue aujourd'hui totalement utopique. Les pays du tiers-monde ou d'Amérique latine, ou même pas du tiers-monde, mais en voie de développement, eux, ils ne pourront jamais payer leurs dettes. Mais les États-Unis non plus ne pourront jamais payer la dette qu'ils ont par rapport au trésor chinois. En fait, la seule chose qui nous égalise, c'est que riches comme pauvres, on est tenus par des dettes qu'on ne pourra pas payer et on fait semblant de remettre à demain et de continuer à spéculer sur ces actifs. Ce qui est très risqué. Ce qu'il faudrait, mais ça risque pas d'arriver, mais ce serait, pour reprendre un parallèle avec la Révolution française, ce serait une nuit du 4 août. Une nuit du 4 août, on sait, les aristocrates, on dit « Ah, moi, j'abandonne mes privilèges, j'abandonne la gabelle, la dîme, je retire ma perruque poudrée et puis ma particule, etc. » Il faudrait que les Madoff et les autres fassent ça. C'est assez peu probable. Ils sont pas portés par le même enthousiasme, pour autant que cet enthousiasme ait été sincère. Bien au contraire, ils sont dans le cynisme absolu. Ils se sentent pas fraternels de ce mouvement. Et objectivement, évidemment, ils n'ont pas de raison de l'être. Je pense que cette nuit du 4 août, elle se fera, pour reprendre encore une expression de Mirabeau, à la baïonnette. Michéa ne voit pas d'autre option qu'une option révolutionnaire. Cette explosion de la bulle spéculative, elle arrivera. Elle arrivera parce qu'il y a un écart entre les attentes des marchés financiers et les possibilités de l'économie réelle, donc concrète, matérielle. Il y a un gouffre énorme. L'hyperclasse, on va les appeler comme ça, les fameux 1% un petit peu plus, prévoit déjà des plans B. Il y a de plus en plus de théories sur les zones territoriales offshore. Pourquoi offshore? Parce que ça échappe aux contrôles territoriaux, donc aux contrôles fiscaux. Et c'est les utopies libertariennes. C'est construire des espèces d'îles artificielles où on peut faire ce qu'on veut, parce que dans l'océan, on n'est pas dans un territoire. Et j'ai peur, comme dans les films de science-fiction, que ça devienne effectivement ça. Et le reste du monde, là c'est la thèse de Michéa, c'est la zone de Calais. Il étudie à la fin de son livre la zone de Calais, donc là où on met les migrants en transit ou en résidence, on ne sait pas combien de temps ça dure. C'est horrible cet endroit-là, je veux dire, c'est pas vivable. L'État met des barrières autour, puis à l'intérieur, il n'y a pas de loi. La loi, c'est la loi des caïds. Mais je me demande si l'hyperclasse et les élites ne sont pas en train d'observer ce qui se passe à Calais pour voir si, après l'effondrement économique, c'est là où on pourrait mettre les 99%. C'est-à-dire les parquer dans une vaste zone du monde et les laisser à eux-mêmes. La conclusion de Michéa est de plus ses livres avancent et plus elle est sombre. Il maintient son primat d'autonomie, c'est pour ça qu'il s'est retiré dans sa ferme. Quand je lis ses derniers entretiens ou quand les quelques échanges de mails que j'ai eus avec lui, il me fait penser un peu à un survivaliste qui ne dit pas son nom. Pas un survivaliste comme ceux dont on entend parler, c'est-à-dire pas un survivalisme à l'américaine libertarien, au contraire, plutôt un survivaliste socialiste, c'est-à-dire qui n'est pas en train de dire « moi, ma famille, mon ranch », mais qui est en train de se dire que ce qui nous sauvera face à la prédation du capital, c'est le rétablissement des liens communautaires et des liens de solidarité, dans la famille certes, mais aussi dans les rapports de voisinage. C'est aussi pour ça qu'il est contre les réseaux sociaux et les affinités électives internationales. C'est parce qu'il dit il faut se lier avec les voisins, la proximité, les compatriotes, même si on n'est pas d'accord, parce que quand ça va péter, c'est eux qui vont pouvoir nous aider. C'est pas le philosophe qui pense comme moi au fin fond du Nevada.
Peut-être qu'il écrira sur le survivalisme, c'est un mot qu'il n'emploie jamais, mais j'ai l'impression d'une part que lui, individuellement, il est en train de vivre comme ça, ou alors c'est simplement comme par goût pour la campagne et la retraite, hein, c'est possible. Mais vu le tableau très sombre qu'il dresse du futur économique, il fuit la ville, hein. Il était à Montpellier, mais il a fui vraiment dans un endroit perdu, et recréer du lien, de la décence commune, la fameuse common decency qu'il emprunte à Orwell. Et finalement, ce socialisme dont il parle, je vais finir par cette citation, quand on lui dit quel est votre socialisme, il dit un socialisme humanitaire, populiste, un peu anarchiste, mais sans carte ni dogme, fondé au bout du compte sur l'accolade fraternelle, sur la chaude poignée de main entre camarades. Voilà. Merci beaucoup, bravo. Oui, je peux très bien. Une belle conférence pour appuyer par rapport à la croissance, quand Michel en parle, même bien pire que ça, parce que c'est dans le même extrait que tu mentionnes, il parle même de la croissance, tu vois, il donne l'exemple des voitures qui flambaient en France. Un libéral pur ne pourrait que déplorer qu'il n'y ait que 40 000 voitures qui flambent par année. Vraiment, cette notion qui aujourd'hui est hyper flippante, c'est de voir que la croissance est un but en soi, a une connotation positive absolue, alors qu'elle représente autant le négatif que le positif. C'est vrai. Michéa dit, dans l'exemple dont tu parles, il dit qu'il faudrait qu'il brûle plus de voitures parce que ça permettrait d'en fabriquer davantage. D'un point de vue libéral, c'est ça. Ouais. L'arc lémanique, pour ça, je trouve vraiment un laboratoire parfait, parce que plus la croissance augmente, plus c'est insupportable de vivre ici. C'est insupportable. Du moment qu'on a une voiture, qu'on essaie de se déplacer, de faire quoi que ce soit, on voit que tout est bouché, les appartements, il n'y en a pas. Enfin, tout ça, c'est le fruit de la croissance, en fait. Les gens sont là chercher des causes, oui, c'est les bulles immobilières, c'est la croissance. La croissance, c'est ça. C'est mettre un nombre de gens dans une zone d'activité économique forte, où le seul but est le profit, et où tout n'est géré que par ça. Et on voit même au niveau géographique, topologique, c'est à ça que ça ressemble la croissance. C'est en 10 ans détruire complètement une région. Est-ce que Michel a un avis, ou est-ce que tu aurais un avis sur l'intelligence artificielle? Parce que maintenant, il est dans l'idée que l'intelligence artificielle, pas pour le moment, mais à un certain moment, dans quelques années, même disent certains, permettra des bons technologies quasiment exponentielles. Michel fait une critique du transhumanisme, en tout cas, effectivement, dont il se méfie beaucoup, parce qu'il y voit un petit peu l'aboutissement de la déconstruction, amorcée à la fois par le développement technoscientifique et capitaliste, mais aussi par tout le versant de gauche du libéralisme, le culturalisme en gros. Il faut critiquer la nature et valoriser le construit, l'acquis. Donc au final, l'aboutissement de la théorie du genre et du féminisme, ce serait un peu ça. Mais disons, l'intelligence artificielle lui-même, je ne me souviens pas l'avoir lu sur cette question. Hein. Vous parlez que le capitalisme va s'arrêter au bout d'un moment, parce qu'il faut un bon technologique à chaque fois, tous les X années. Justement, il est dans cette idée que l'intelligence artificielle permettrait de ce bon technologie quasiment. Mais c'est une bonne question, parce que là où les survivalistes, d'ailleurs qu'ils soient de droite, de gauche, même s'ils me font peur, parce qu'ils me disent que tout va se casser la gueule, me rassurent dans un certain moment, c'est que contrairement à ces prophètes du progrès infini, ils me disent, mais t'inquiète pas, on va aller vers des crises, il y aura des guerres, il y aura des morts, mais cette aliénation-là n'arrivera pas. N'arrivera pas parce que ça va se péter avant, ou juste après, ou on ne sait pas. Mais il y aurait une recherche intéressante à faire, par exemple, dans le domaine de la science-fiction, le cinéma et la littérature. Pendant très longtemps, quand on disait écrit un roman de science-fiction ou réalise un film, on imagine la société futuriste la plus technologique possible, avec des soucoupes volantes. C'est Star Wars. Encore que Star Wars, c'est dans un monde jadis, mais nous, on l'imagine un peu dans notre futur. Et ensuite, c'est plutôt l'époque Mad Max. C'est le début de la pensée collapsiste, comme on dit. Si on doit imaginer le futur, ce qui va se passer, c'est que c'est plutôt un retour à la barbarie et à la préhistoire, et ce n'est certes pas souhaitable, mais l'avantage du retour à la barbarie, c'est qu'il éloigne le danger totalitaire. Et le danger totalitaire, il peut être incarné dans ce que vous dites, par exemple, le puçage de tout le monde, l'intelligence artificielle. Ça me fait presque encore plus peur que le retour du Moyen-Âge. Je ne sais pas ce qui arrivera. Et là où peut-être que cette hypothèse n'arrivera pas, c'est que cette hypothèse, malgré toutes les réformes possibles de l'économie et du capital, elle se base encore et toujours sur du matériel qu'on produit nous-mêmes à partir de la terre, de la pierre, des arbres, de l'électricité, n'importe, de l'eau. Il n'y a pas de ressources infinies dans un monde fini. On arrive à la frontière de ça, mais peut-être que ça se cassera la gueule avant, ou qu'il y aura une limite systémique qui fait qu'on n'arrivera pas à ce degré de totalitarisme. Vous avez exposé sur des pensées qui sont complètement matérialistes, mais en plus, elles sont non seulement matérialistes, mais largement irréaliste. Bien sûr. Quand on pense qu'un tableau est vendu, qu'est-ce qu'ils ont dit, 400 millions de dollars, c'est pas sérieux. Quand on vient nous dire que la société, ceux qui font le Uber, les taxis, qui existent depuis plusieurs années, qui perd milliards et milliards par année, qui vaut
alors qu'ils perdent de l'argent, des dizaines de milliards de dollars, en fait, est-ce que cet argent existe? Moi, je n'y crois pas. Le problème, c'est qu'on ne casse pas la tirelire à bout d'un certain moment. On a eu la crise financière. Les États ont été endettés de manière massive, en particulier l'Angleterre et l'Irlande, pour sauver, pour remettre de l'argent dans la crousille. Et je pense que c'est ça, c'est cet élément financier de valorisation. Moi, je suis expert comptable de formation, notamment les normes comptables sont d'une absurdité absolument totale, parce qu'on nous demande de prendre les normes américaines, et de mon point de vue, elles sont conceptuellement erronées. Et ça, c'est ma pensée. Et c'est ça qui est, au bout d'un moment, ça va casser. Mais le progrès technique, ces éléments-là du matérialisme, ça a toujours existé, ça continuera toujours. Ça, c'est pas fini. Je pense qu'il peut y avoir un matérialisme concret. Là, ce dont on parle, c'est un matérialisme, comme vous dites, irréaliste, abstrait, éthéré, qui dépasse les possibilités. S'il s'effondre, est-ce que la personne qui est déjà au chômage et à l'aide sociale, au point où elle en est, la pauvre, ce ne sera pas beaucoup pire après qu'avant. Sauf qu'il n'y aura plus de chômage et d'aide sociale, c'est ça la différence quand même. Par contre, celui qui croit qu'il est milliardaire, qui en réalité, il est milliardaire sur rien. Ceux qui possèdent ces actions... ça dépend s'il a ses milliards dans une chaussette ou sur un compte de l'UBS. Je suis pas sûr que ça vaut quelque chose. Mais c'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, l'exemple de la crise de 2008 et de ses conséquences. Alors oui, l'Angleterre s'est beaucoup endettée et on avait les moyens plus que d'autres, l'Allemagne aussi. Mais les pays qui en ont le plus souffert, je pense surtout à la Grèce et au Portugal. En Grèce, on n'en est pas sorti. Et des mesures d'austérité d'une violence. Un commissaire européen confiait d'ailleurs, nous torturons la Grèce, nous faisons hurler la Grèce pour que les Portugais et les Italiens entendent leurs cris. Ça montre bien le cynisme et des dictats européens. Je crois qu'aujourd'hui encore, ou il y a 6 mois c'était encore le cas, les banques ont bloqué tout le débit parce que c'était un débit virtuel et aujourd'hui ils ont réussi à rationner les citoyens à coût de 40 € par jour, je crois. C'est-à-dire vous pouvez aller faire la queue en Grèce, que vous soyez riche ou pauvre, que vous ayez 200 € ou 600 000, pour retirer 40 €, parce que même si vous en avez 600 000, vous ne pouvez pas les retirer parce qu'enfin on comprend qu'ils n'existent pas. Et ça, peut-être que les riches le comprennent mieux parce que les pauvres n'ont jamais rien eu. Si vous êtes millionnaire mais que votre million repose sur un compte en banque, il ne faut pas oublier, et là on en revient à l'initiative Monnaie Pleine qui met le doigt là-dessus en disant cette monnaie scripturale, on n'a aucun contrôle là-dessus. C'est une monnaie, elle n'est même pas émise par l'État, elle est émise par l'UBS, les banques privées. Si ce soir vous allez retirer tout votre avoir, bon déjà ils n'aiment pas parce que s'il y a beaucoup d'argent, peut-être qu'ils ne pourront pas vous le donner aujourd'hui, mais bon, c'est possible. Mais en cas de crise, ils ne pourront pas vous le donner. Non. Et puis ça finira par la fermeture des banques avec des Securitas armés devant. Comme à Toul. Oui. Ah oui. En 29. Ils avaient la police devant parce que les gens voulaient retirer leur fric et ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas le liquide. C'est déjà produit. Et puis il n'y avait pas de monnaie inflationniste. Quelle lecture tu fais du point de vue des stades du capitalisme décrits par Marx? Peut-être comment est-ce que tu expliques ça à tes amis de l'étranger? Quelle lecture tu fais du tissu socio-industriel suisse de ce point de vue-là? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence entre le tissu socio-industriel suisse et le reste de l'industrie européenne? Oui, quand même. Il se porte quand même de manière généralement moins mal parce qu'il y a eu moins cette tertiarisation à marche forcée qu'on observe. Moi, je prends simplement l'exemple de la France parce que c'est juste à côté, puis c'est quand même très différent. Il y a moins eu cet effet de désindustrialisation dont la France, et notamment cette fameuse France périphérique dont on parle beaucoup, souffre. Pour plein de raisons. Il y a des raisons liées à l'industrie, mais il y a des raisons aussi liées à la formation. Il y a un type qui s'appelle François Garçon, qui a écrit un bouquin sur la comparaison des modèles économiques français et suisses, qui explique bien, qui valorise, qui était frappé par l'apprentissage, la manière dont l'apprentissage est valorisé en Suisse. Et je suis assez d'accord avec ça, même si l'auteur, en l'occurrence, est plutôt un libéral qui idéalise en disant la Suisse et sa voilure régalienne, qui voit un peu les choses à sa manière. Cela dit, il a raison sur certains points. L'apprentissage est valorisé. Être bachelier ou licencié n'est pas un horizon indépassable, alors qu'en France, comme dans d'autres pays, mais moi je l'ai vu même aussi dans des pays très exotiques comme la Chine où il y a ce même problème où vraiment c'est cette culture mandarinale où c'est bon bref et en Suisse ça va mieux, ça c'est une raison. Il y a aussi comme des lois qu'on a fait passer, plutôt des lois de gauche surtout des lois cantonales notamment pour que les entrepreneurs à partir d'une PME ou d'une entreprise d'une certaine taille engagent tant d'apprentis. Ça, je pense que c'est aussi le bon côté des politiques sociales de gauche. Pour répondre à ta question, la Suisse est moins tertiarisée, donc elle est un petit peu plus solide.
et elle n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Je dirais qu'elle a des figures anthropologiques, comme tu disais tout à l'heure, un peu moins. La figure anthropologique du travailleur suisse est moins aliénée. À quoi c'est dû? Parce que c'est peut-être dû aussi dans la Suisse, il y a des telles différences. Mais ça, c'est peut-être dû à la culture protestante aussi, au goût du travail. Bah oui, ces types pré-anthropologiques qui ont permis le capitalisme, mais que le capitalisme finit par anéantir. Bah, il suffit de relire Weber sur le rapport entre Calvin, le protestantisme et le capital. C'est exactement ça. Mais ça, c'est très vieux. Alors on trouve encore ça peut-être dans une forme d'éducation, dans des valeurs partagées. Mais c'est assez drôle de voir que ce capitalisme de l'accumulation et je dirais même de la sobriété des calvinistes, Steve Jobs c'est le nouveau Calvin, lui aussi il a une espèce de chandail et puis il se rase pas et puis c'est pas Berlusconi, c'est pas Trump, c'est autre chose, c'est une autre forme de capitalisme. C'est un capitalisme de l'épargne. Je suis pas sûr que ce soit un type qui fasse bombance. Il est passionné par son travail et ensuite il accumule. Weber parle très bien de ça, mais seulement les types anthropologiques dont parle Weber existe moins, en tout cas pas suffisamment pour faire une nouvelle révolution capitaliste, je pense. Hein. Je rebondissais sur ce que vous disiez concernant les prospectives, avec ces idées justement d'isolement de plus en plus important de 100% de la population. Et je faire écho avec ce que vous disiez concernant l'autodestruction du capitalisme. Parce qu'au final, on pourrait imaginer, comme vous disiez, qu'effectivement il y ait une espèce de regroupement, c'est un 1% qui s'éloigne de plus en plus, mais au final, il se mettrait au banc, et puis est-ce que ce serait pas ça la mort du capital, au final? Cette espèce d'entre-soi où... Ça, c'est la thèse d'un livre d'Ayn Rand, qui s'appelle un roman, qui s'appelle La Grève, et ça parle pas de la grève des ouvriers, mais de la grève des élites. Des gens qui se tirent dans une zone qu'ils ont rachetée et qui vivent entre eux, sauf que elle, comme c'est une fondatrice du mouvement libertarien américain, elle explique que le reste du peuple tombe dans la décadence et l'anarchie parce que les ouvriers sont des paresseux qui ne savent rien faire. S'il n'y a pas des grands industriels, des intellectuels, des savants et des décideurs, mais c'est pas la réalité. C'est ça. Donc est-ce que c'est pas ça la future mort du capital? Peut-être. Au final, si leur histoire d'aller vivre entre eux et puis faire leur truc entre eux, qu'ils le fassent, puis qu'ils verront. De toute façon, ça donnera peut-être pas grand-chose entre eux. On pourrait leur proposer d'aller en Angleterre, c'est une île. Mais au final, on se retrouverait à reconstruire des communautés ou des États peut-être débarrassés au final du capital. Mais tout effondrement est l'occasion d'une expérimentation sociale. C'est vrai que l'avenir de l'humanité, c'est peut-être pas la jungle de Calais, c'est peut-être l'autogestion réussie façon Proudhon. Juste pour revenir sur l'histoire de la Suisse, l'aspect tertiarisation, c'est du déterminisme économique, mais le fait qu'on ait une petite taille et qu'on a encore des institutions qui sont peut-être liées à un esprit protestant de type service militaire, je pense que ça c'est aussi surtout la petite taille, vraiment, sur peu, et qu'on ne soit pas trop nombreux, ça permet un type de rapport humain et pas de gestion de masse. Ma question c'est par rapport à Michel Kluskar, en fait c'est très différent. Il y a la même critique de ce que Kluskar appelle le libéralisme libertaire, et Michel reprend l'expression en le citant. Alors, ce sont deux post-marxistes d'un anticapitalisme radical, deux personnes que j'aime beaucoup, mais la différence, c'est que Kluskar est un marxiste classique, donc comme Marx ou Lénine, il croit au progrès. Quand on demandait à Kluskar, est-ce que vous critiquez la société de consommation? Il dit, mais bien sûr que non, parce qu'il n'y a pas de société de consommation. S'il y avait une société de consommation, j'applaudirais, ça s'appellerait le communisme. Mais en réalité, il n'y a pas de société, il y a des classes qui consomment. C'est-à-dire, il y a des riches qui consomment et des pauvres qui subissent. La critique que je lui ferais, parce que théoriquement, il a raison sur le plan du marxisme, mais il niait complètement cet aspect écologique-là. Les Kluskardiens détestent les écologistes, parce qu'ils trouvent que c'est des traîtres vendus au capital qui justifient le chômage et la fermeture des usines. Il est dans cette opposition entre la question sociale et la question environnementale. Michéa, plus moderne en ce sens, et du coup qui a quand même plus de succès parmi la jeunesse, notamment la jeunesse de gauche, parce que la jeunesse de gauche est très écolo et plus du tout marxiste, c'est de dire, oui, évidemment, il faut essayer de lier l'enjeu social et l'enjeu écologique, mais il y a des limites, et la décroissance, c'est une réflexion qu'il faut avoir. La principale opposition entre les deux, qui ont plein de points communs, c'est progrès contre anti-progrès. Comme vous disiez sur la Suisse, on pourrait aussi dire que ce qui rend la Suisse peut-être plus performante, c'est qu'elle n'a jamais connu de vraies révolutions, avec tout le contentieux d'opposition que ça représente, tout le pas d'opposition, et puis pas non plus de révolution économique. Savoir qu'on a passé assez tranquillement de l'artisanat à l'industrie,
et ça laisse pas la moitié de la population de côté. C'est vrai. Et ça, je pense que ça lie pas mal. Parce que si je vous dis quand même que un des éléments, mais d'ailleurs vous avez fait allusion sous une forme un peu différente à ça, au fond, il y a quand même ce qu'on peut appeler une nature humaine qui subsiste, au fond, quelles que soient les formes que la société prend, et cette nature recommence toujours à refaire des familles, à recréer des liens par force, je dirais, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, parce que c'est comme ça qu'elle vit et qu'elle ne peut pas vivre autrement. C'est aussi une réponse à cette dématérialisation. C'est aussi la question du travail bien fait, et ça subsiste, on continue à le voir. Heureusement, c'est la révolte de la nature ou de l'instinct Oui. contre l'aliénation. Et ça, cette critique, il le fait à la fois effectivement au capitalisme, qui, sous sa forme non plus économique cette fois, mais culturelle, procède à un changement anthropologique, mais aussi à une certaine forme de socialisme qui, à l'époque, promouvait la table rase, ce qui est la même chose, qui est le déracinement. Alors aujourd'hui, bon, c'est pas une cible prioritaire parce que c'est du passé. La cible prioritaire, c'est le capital. En changeant les rapports de production, le rapport au travail, mais aussi toute l'idéologie qui va derrière, parce que la déconstruction dont on parlait, j'en ai pas beaucoup parlé dans la conférence parce que je me suis intéressé à l'économie, mais une grande partie du travail de Michéa, c'est la critique en philosophie de la déconstruction. Donc on va avoir les arnaques de l'antiracisme, du néo-féminisme, de la théorie du genre, qui vont nous inciter quelque part à ne pas nous reproduire, à nous replier dans une bulle atomisée de l'individu, à ne pas vouloir faire société et faire couple, faire famille, etc., etc. Mais heureusement, même si je mène aussi moi-même cette critique, j'ai pas vraiment peur pour l'avenir de l'humanité à long terme, parce que en réalité, ce qui va se passer avec ces théories du genre dont j'ai parlé la dernière fois, c'est que on va peut-être avoir des générations sacrifiées. C'est pour ça qu'il faut se battre pour nos enfants, mais à long terme, ce sera un épiphénomène historique dont on rira bien vite dans les livres d'histoire si on en garde un souvenir. C'est beaucoup trop ubuesque, c'est beaucoup trop en révolte contre les instincts humains les plus évidents. En ouvrant tous les jours Libération, le Nouvel Obs, il faut avoir cette espèce de distance historique pour ne pas trop s'énerver et puis dire mais soyons sérieux. Tu as parlé au début, entre autres, justement de ce fameux libéralisme libertaire. Est-ce que Michéa fait une critique justement de ce livre? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, tu as axé sur la côté économique. C'est ce que monsieur m'a demandé. Oui, non, mais bien entendu. Mais, il fallait bien choisir quelque chose. Bien sûr, on en a pour 3 jours. Hein, Est-ce que Michéa fait une critique justement de ce libéralisme des mœurs? Je pense à GPA, au mariage pour tous. Sur la critique effectivement du libéralisme des mœurs, il a écrit ce livre, il a écrit ce livre, il a écrit ce livre et il a écrit celui-là. Donc voilà, il y a pas mal de choses, mais c'est un autre sujet. Et puis en même temps, c'était intéressant de parler de l'économie aujourd'hui, même si le sujet est un petit peu plus rêche, plus rude, parce que la critique des bobos, qui est très profonde et très féconde, elle est déjà faite et refaite. Quand je l'ai découvert il y a 10-12 ans, j'étais très impressionné parce que c'était révolutionnaire. J'ai envie de dire, aujourd'hui, ça l'est moins. C'est pas une critique, ça l'est moins, tant mieux, parce que cette critique, elle a été intégrée par le succès qu'il a eu, mais parce que d'autres auteurs ont parlé de ça, puis que maintenant, les gens qui l'attaquaient il y a 10 ans nous font tous gentiment sourire. C'est pertinent, Ah oui, pour moi, entre Kluskar et Michéa, ils sont pas d'accord forcément sur l'économie, le progrès et le productivisme, mais ils sont d'accord là-dessus sur la critique des bobos. Les deux sont brillants, vraiment. Il mérite d'être lu. Ouais. Nous arrivons justement à l'heure ordinaire de 10h moins quart, qui est l'heure à laquelle nous arrêtons.